Moi, ça s'est passé en septembre 2020. C'est la pandémie totale. On a eu comme l'été de lousse, mais là, on est à nouveau isolés. Puis moi, je viens de commencer la radio le matin. Puis je me dis, c'est vraiment un bon timing. J'ai rien d'autre durant le jour. Fait que je vais me faire un side project. Je vais me faire un bébé. Pour vrai, c'est ça que je pensais. Moi, j'ai pas attendu 3 mois pour en parler avec ma famille et mes amis proches. De toute manière, je suis ben trop transparente. Tout le monde allait s'en rendre compte, c'est sûr. Ça fait qu'à ce moment-là, moi, déjà, je commence à poser des questions autour de moi. Je veux savoir comment la grossesse, comment l'accouchement s'est déroulé pour les filles autour. Puis la majorité du temps, la réponse, c'est des généralités, tu sais. Ouch, l'accouchement fait mal. Puis quand tu rencontres ton bébé, ben c'est merveilleux. Mais je me rappelle une fois, je m'entraînais avec une gang de filles. C'est toujours la même gang, toujours les mardis. Mais moi, je suis super enceinte, genre 34 semaines. J'ai ma grosse bédaine, puis il y a une des filles du groupe qui vient me voir. Puis elle me dit, « Hey, moi, j'ai vraiment trouvé ça difficile au début. » Elle me dit, « C'est pas ce que j'avais imaginé. Puis si jamais, Val, t'as besoin que je sois là pour toi, si tu veux parler, sache que je vais recevoir ce que tu vas me dire sans jugement. » Hey. Puis quand elle m'a dit ça, on était avec ce grand groupe-là de femmes, là, c'est toutes des mamans, tu sais. Fait qu'on se sépare, et plus tard, elle me réécrit. Elle voulait être sûre que j'avais compris qu'elle serait là, sans jugement, si j'avais quoi que ce soit à dire ou à écrire ou à raconter. Puis dans ce même message-là, elle m'a écrit pour me dire que les autres femmes autour, les autres mamans, ils avaient dit « Ça se fait pas, dire ça à une femme enceinte, tu vas y faire peur. » Mais pour vrai, c'est incroyable. Cette journée-là, elles ont dit que c'était mieux de pas m'avertir parce que je pourrais avoir peur. Bon, laissez-moi vous dire que devenir une mère sans être avertie, ben ça a eu l'effet contraire. J'ajouterais même que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie que pendant les mois juste après mon accouchement dans mon 4e trimestre. Je savais pas ce qui m'arrivait, je savais plus comment être. Parce qu'il y a personne qui m'avait averti que devenir une mère, ben ça s'apprend. Puis que ça s'appelle la matrescence. Vous écoutez Postpartum, c'est un balado qui parle du 4e trimestre. Je veux qu'on en discute honnêtement une fois pour toutes. Je m'appelle Valérie Roberts. Allô! Comment ça va? Bien, j'arrive chargée. Oui, attends, je vais t'aider. Je savais plus si t'avais encore... J'ai invité mon amie Maude à venir à la maison il y a une dizaine de jours. Je voulais vraiment lui parler. Maude, elle a eu un 2e enfant il y a 2 mois. Et puis c'est quand j'ai rencontré son nouveau fils, qui s'appelle Sam, qu'on s'est mis à parler de mon livre Postpartum puis du balado. Puis c'est là qu'elle m'a avoué qu'elle avait vraiment trouvé ça tough quand elle est devenue mère la première fois. Pour moi, j'en revenais pas. C'était une information complètement nouvelle. Quand on a parlé l'autre jour chez vous, j'avais l'impression que toi, t'avais vécu pour la première fois un 4e trimestre hyper facile, puis finalement, tu me révélais que non. Les apparences sont souvent trompeuses. Tu sais, je veux dire, c'était pas un 4e trimestre traumatisant. Là. Ouais. Je pense que vraiment, il y a des gens qui l'ont plus rough que moi. Puis une des choses qui a facilité, comme je te disais, mon 4e trimestre, ça a été que j'avais quand même un chum qui était à temps plein à la maison, donc j'étais pas toute seule avec le bébé, mais quand même, pour moi, pour vrai, je pense pas que j'aurais été capable si j'avais été toute seule. Là, on a une situation différente. J'en ai un 2e qui va avoir 2 mois bientôt. Puis c'est vraiment plus moi qui est à la maison parce que là, mon chum travaille. C'est là que je le réalise parce que maintenant, avec un 2e, j'ai l'impression qu'il y a comme une confiance qui est plus là que clairement j'avais pas, tu sais. Tu veux pas ça? Ok, on va changer, attends. Tu veux-tu ça ici? Ce que je vous ai pas encore dit, c'est que la conversation entre Maude et moi, elle a vraiment été à l'image de nos conversations dans la vraie vie. C'est-à-dire complètement entrecoupée par nos enfants. Fait que pour moi, c'était une journée de conciliation travail-famille parce que Lucie était avec moi. Puis Maude, elle, est en congé de maternité. Fait qu'elle avait son mini-bébé qui dormait dans ses bras. Je me faisais moins confiance. Fait que, tu sais, ça a été une chance en même temps. Puis je trouve que c'est merveilleux quand t'as les 2 parents qui sont là à temps plein, juste pour le lien que, tu sais, qu'aujourd'hui Léo y a avec son père. C'est extraordinaire. Mais bref, j'ai comme beaucoup pris confiance en moi en le regardant aller, mais j'aurais trouvé ça excessivement difficile.
Puis, ouais, ça allait pas si bien que ça. Ça allait pas si bien que ça. Lucie, qu'est-ce que tu as? Je me rappelle quand j'ai su que Maude était enceinte pour la 2e fois, la première affaire qui m'est venue en tête, c'est que je l'ai vraiment trouvée courageuse. Moi, c'était tellement clair que je revivrais pas ça. J'ai trouvé ça ben trop difficile. Puis la vérité, c'est même que dès que la pédiatre de ma fille m'a confirmé qu'elle allait bien, quand elle m'a dit qu'elle était en bonne santé, puis que là, mes suivis s'espaçaient, tu sais, au début, il y en a beaucoup, puis là, tout à coup, il y en a de moins en moins, ben j'ai pris un rendez-vous parce que je voulais que mon chum se fasse vasectomiser. Ouais, zip zap zoup. Je voulais plus toucher à ça, les hormones de la contraception, puis surtout, je voulais m'assurer qu'on n'allait pas revivre de grossesse. Ben, il était consentant, là, mais mettons que j'ai mis de la pression. Mais là, je reviens à Maude. Comme plein de femmes, la nature est bien faite. Elle a eu envie d'avoir un autre enfant. Je me sentais même plus prête, plus excitée pour le 2e. Puis il y a aussi l'aspect du retour au travail. Ça a été très rapide pour Maude à son premier bébé. J'ai pas le choix de retourner travailler vraiment rapidement, comme toi. Ouais. Mais je pense aussi que je suis retournée travailler parce que c'était là où je me sentais bonne puis en confiance. C'est fou, hein? Moi aussi. Ouais. Même affaire. Ouais. Mais c'est venu aussi avec un grand sentiment de culpabilité puis de déchirement, comme j'ai l'impression qu'on est tellement de femmes, tu sais, à vivre ça, tu sais, cette espèce de on veut performer dans tout, on veut performer comme mère, on veut performer au travail, on veut continuer d'être une bonne amie, d'être une bonne amoureuse, d'être bonne dans tout, puis à un moment donné, je me suis comme vraiment épuisée, tu sais, dans ça. Puis ça, je me rends compte que c'est peut-être pour ça que je suis peut-être plus apaisée maintenant au 2e. C'est que là, en ce moment, je suis à 100% dédiée à être maman, puis je suis pas... Là, je suis en congé de maternité à temps plein. J'ai pas le stress de recommencer à travailler dans 2 semaines. Ouais. Comme, pour vrai, ma santé mentale va vraiment mieux depuis que je travaille pas, puis que j'ai fait la paix avec le fait que, non, là, c'est correct d'être entière dans une affaire, puis d'essayer de plonger là-dedans, tu sais. C'est fou, hein, tu sais, parce qu'on se met énormément de pression, je pense, tu sais, en étant en plus deux filles de carrière, tu sais. Puis autant c'était logique pour moi de retourner travailler excessivement rapidement, puis autant avec le recul, je peux pas dire que je regrette parce qu'il y a des affaires que je regrette pas, mais je pense que j'aurais vécu ça plus facilement si j'étais pas retournée travailler plus rapidement, qui pourtant à cette époque-là me paraissait comme la solution. C'est niaiseux, là, même si c'est inconfortable là, de travailler énormément puis de s'occuper d'un enfant, puis quand t'as 2 heures de sommeil dans le corps, mais quand c'est ce que tu connais, ça reste quand même en apparence plus confortable. Ouais, vraiment. Parce que c'est moins déstabilisant que de te dire je vais être une mère à temps plein. Ouais, vraiment. La mère à temps plein, à vrai dire, elle fait quand même peur. Exact. Je me rappelle, moi, faire de l'anxiété quand mon chum partait travailler. Ah, moi aussi. En me disant, il me laisse toute seule avec, là, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, comment je vais m'organiser? Ouais, c'est pas nécessairement inné, là. Tu sais, c'est vraiment pas. Ouais. Mais c'est vrai que même toi, je te regarde, je te trouve comme plus zen, plus... On dirait que tu sembles plus... je sais pas, t'as l'air d'être dans plus la gratitude de tout ce que tu vis. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai fait vraiment beaucoup de thérapie, tu sais, puis j'ai écrit un livre là-dessus, puis là, on fait un balado, puis tu sais, j'ai vraiment longuement réfléchi au décroche de nuit. Mais je pense que je sais un peu, puis peut-être qu'on a ça en commun, là, c'est que je pense qu'on a voulu garder un peu notre ancienne vie intacte. Je pense que oui. Puis c'est comme si on était peut-être un peu dans la résistance de... Un petit mouchoir, va demander à papa d'amour, il va t'en donner un. Tu sais, c'est comme si on veut rester... c'est ça. On veut continuer de faire autant d'activités, on veut performer autant dans le travail. Puis ça, je pense que c'est pas vrai que tu peux être... Oui, tu peux être tout en même temps, partout, oui, d'accord, mais tu vas finir par te brûler, moi, je le pense. Ouais. Mais en plus, devenir une mère, tu sais. Ouais. Ben moi, ça m'a pris du temps avant de faire le deuil de ce que j'étais auparavant, parce qu'il fallait que je fasse un deuil de ce que j'étais avant. Ben oui.
tu mets un enfant au monde, tu deviens une mère. Puis il y a un terme pour ça, ça s'appelle la matrescence. C'est un terme qui a été utilisé pour la première fois par Dana Raphael. On est en 1973. Dana Raphael, c'est une anthropologue américaine. Puis c'est elle qui a inventé le terme, mais c'est vraiment dans les années 2010, vraiment plus tard après, que le terme a été popularisé par une psychiatre qui s'appelle Alexandra Sachs. En gros, la matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence. L'idée, c'est d'expliquer que les bouleversements qui vont se passer chez la femme quand elle va devenir mère, mais sont comparables à ceux d'un enfant qui devient adolescent. Fait que ça fait référence aux changements psychiques, émotionnels, mais aussi aux changements identitaires qui sont liés à la naissance d'un premier enfant. Puis si on compare cette période-là à l'adolescence, c'est parce que dans les deux cas, il y a un côté transitoire. Pour la matrescence, c'est une période de vie qui peut vraiment avoir une durée variable selon les femmes. Puis selon les spécialistes, ça peut prendre entre 2 et 3 ans. Ça veut dire que c'est un concept qui s'oppose à l'idée que la mère, bien, instantanément, quand elle accouche, elle devient une mère. La matrescence, bien, ça se passe durant le 4e trimestre. Puis dans la francophonie, il y a une experte incontestée de cette période-là. Elle s'appelle Ingrid Bayot. C'est une infirmière, c'est une sage-femme de formation. Elle s'intéresse à la périnatalité depuis 1991. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Je vois que c'est enregistré. Oui, exactement. Est-ce que ça vous convient? Mais je voulais savoir ce que vous allez en faire. Quand j'ai pu discuter avec elle, la première chose dont elle voulait vraiment s'assurer, puis elle me l'a dit dès le départ, c'est que le portrait des femmes que j'allais peindre dans mon balado, il fallait pas que ce soit juste négatif, tu sais. Il fallait pas que ce soit juste noir de chez noir, comme elle dit. Il y a toujours de tout. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. C'est parce que quand j'ai écrit mon bouquin, et il était temps que ça sorte ce sujet-là, hein, Seigneur, on était en plein dans le hashtag mon postpartum. Oui. D'accord, c'était vraiment l'été où tout sortait. Et je voyais qu'on était en train de passer du rose bonbon obligatoire. Tout va bien, quoi. Le bébé va bien, donc la mère doit bien aller. Elle pleure parce qu'elle a une césarienne, mais c'est pas grave. Ça a sauvé ton bébé, donc t'as juste le droit d'être contente, quoi. Il y a pas la place pour autre chose, pour l'anxiété, pour des regrets, il y a pas la place. Et alors on est parti dans l'autre extrême. On est parti dans le noir de chez noir, parce que ça a été un défoulement. Alors, je trouve ça bien que la parole des femmes se libère, tu sais, que des gens comme vous leur donnent la place de s'exprimer et tout ça. Mais le postpartum est devenu synonyme de dépression. Alors, ça secoue pas mal, hein, ça secoue le cocotier. Moi, je trouve ça très bien, hein. Il était temps qu'on secoue. Ben oui, ça secoue le cocotier. Mais tu sais, il n'y a pas seulement les drames, les dépressions puis les psychoses. Il y a ce que la majorité des femmes vivent, puis c'est de ça qu'elle veut parler. Son livre est sorti en 2018, puis ça s'appelle « Le 4e trimestre de la grossesse ». Ça, c'est vraiment la somme de toutes ses recherches, de toutes ses expériences. C'est une vision hyper réaliste des premières semaines avec un nouveau-né, puis ça parle notamment de toute la vision biologique de la période postnatale. Fait que c'est un guide qui est très détaillé, très documenté. C'est un livre dense, hyper intéressant si vous voulez pousser à fond votre compréhension du fonctionnement de l'enfant puis de la mère. Puis juste pour que vous sachiez, là, c'est pas une lecture riche en émotions, c'est vraiment un livre savant. C'est un livre médical. Ça parle de cette période-là, pendant laquelle on passe par une vraie montagne russe émotionnelle. Je dis toujours, on va avoir de toutes les couleurs, du jaune poussin, du rose tendresse, du rouge amour toujours, des peurs bleues, du vert colère, enfin on va avoir de toutes les couleurs. Et c'est très bien parce qu'on va avoir de tout. Et comme vous dites, c'est cette zone entre deux, entre le noir de chez noir et entre le rose bonbon obligatoire. Le rose bonbon peut exister, hein. C'est quétaine de dire qu'on est amoureux de son bébé, mais c'est chouette, quoi. C'est bon à vivre. C'est le plus beau bébé du monde. Depuis 1996, donc depuis presque 28 ans, Ingrid Bayot, elle habite au Québec. Mais elle voyage encore dans toute la francophonie parce qu'elle veut partager, elle veut transmettre son savoir. C'est hyper important pour elle. Son savoir, ses spécialités, c'est les mécanismes physiologiques, c'est les mécanismes physiques, mais c'est aussi la société qui va entourer ce postpartum-là immédiat. Puis comme vous le savez, le postpartum immédiat, c'est le 4e trimestre, donc c'est les 3 premiers mois après la naissance.
Mais dites-moi donc, qu'est-ce qui vous a intéressé à la base pour parler du quatrième trimestre? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'écrire ce livre-là, qui est, ma foi, la seule ressource que je connais à ce sujet? Oui, je sais. C'est un thème obsessif chez moi. C'est pourquoi est-ce qu'il y a des mères qui capotent leur vie quand ils ont un bébé? Pourquoi est-ce que ça peut être si difficile pour certaines, mais aussi à titre collectif? Comment ça se fait que la maternité a déraillé à ce point-là? Et ça, c'est toute la première partie de mon livre. Et si vous voyez le nombre de références bibliographiques, je crois que j'ai 350 références biblio. Vous pouvez vous dire que c'est l'obsession d'une vie. Bon, je suis sage-femme, hein. Bon, j'ai fait ma formation à Bruxelles, hein. J'ai été diplômée en 81. Donc, la salle d'accouchement. Sage-femme, c'est la salle d'accouchement. Bon, bref. Mais, moi, j'avais parfois aidé à l'étage. C'est d'une petite maternité, 600 accouchements par an. Ça existait encore il y a 40 ans. Donc, j'avais régulièrement aidé ma collègue à l'étage pour les soins au moment. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plusieurs naissances qui suivaient la naissance. Et qu'à travers tout ce que je sentais de la maman, du besoin d'être maternée, par exemple. J'étais plus jeune qu'elle, hein, à l'époque. Bon, j'avais le début de la vingtaine. La plupart des jeunes mamans étaient plus âgées que moi. Mais je sentais ce besoin chez elle d'être maternée, d'être chouchoutée elle-même, pour pouvoir comme aller prendre un élan, comme si elles n'arrivaient pas à donner au bébé ce qu'elles n'avaient pas assez reçu. Le besoin des mamans d'être chouchoutées pour prendre un élan. Ça me fait penser à tellement de discussions que j'ai depuis les dernières années avec des femmes. Puis j'ai l'impression que c'est normal qu'on prenne soin d'un être humain quand il vit des bouleversements, puis je pense qu'on le fait dans plein de circonstances de la vie, mais on le fait rarement après la naissance d'un bébé. C'est comme si on prend pour acquis que la maman, c'est sûr qu'elle va bien, elle vient d'avoir son bébé. Fait qu'on prend soin du nouveau-né, mais on oublie clairement la maman. On organise le village autour du bébé, mais on oublie de mettre en place le village pour prendre soin de la mère. Garde-manger, c'est le balado sur les histoires cachées des aliments, les aliments qu'on consomme à tous les jours ou presque. Chaque épisode révèle des événements fascinants qui vous permettent de comprendre comment un aliment a changé le monde pour se frayer un chemin jusque dans nos garde-manger. Vous pouvez écouter le balado Garde-manger sur le site Cube Radio ou l'application Cube et sur les autres plateformes de balado dès maintenant. Le balado Garde-manger a été nommé aux Digital Publishing Awards 2022 dans la catégorie du meilleur balado, art, culture et société. Pendant notre conversation, Ingrid m'a expliqué l'évolution et les changements historiques autour de la maternité à différentes époques. La Rome antique, la chrétienté, l'arrivée du consentement dans le mariage, le choix des femmes qu'elles avaient de se marier ou de rentrer dans les ordres, l'avènement du baptême pour le bébé. Toutes ces recherches-là sur l'histoire de la maternité, ça nourrit pour elles des réflexions qui sont beaucoup plus larges. On a quand même démarré il y a 300 000 ans, probablement dans la bande tropicale de la planète, avec des enfants, des bébés qui ont une dépendance des adultes qui est phénoménale. Bon, et les femmes ont réussi. Donc les femmes et les bébés ont réussi. Et pas seulement parce qu'on a fait des armes plus performantes. Ça, c'est l'histoire officielle, hein. Nous avons réussi parce que les hommes ont fait des silex extraordinaires. Non, attends, parce que les mères savaient s'occuper de leur bébé. Mais pourquoi? Une femme qui arrive à l'âge adulte, elle a été maternée, hein, sinon elle ne survivait pas. Elle a été maternée, elle était de 3 ans, 4 ans, 5 ans parfois. Ok. Alors, donc déjà, il y a une mémoire cellulaire. Déjà, toutes les femmes actuellement n'ont pas cette mémoire cellulaire. Bon, moi, je sais que je l'avais pas. Bon, ma mère était très motivée, mais elle faisait comme les femmes de l'époque. Bon. D'accord. Donc, ça, c'est voilà. Elles ont été allaitées. Donc, il y a une assurance là aussi. Puis, pendant toute leur croissance, elles ont vu des femmes porter, materner, allaiter leurs enfants. Donc, il y a une transmission passive. Que voient les femmes, les petites filles à notre époque, des films où la mère de Luc et Leia, elle meurt en couche de jumeaux. Ils savent même pas qu'il y a des jumeaux alors qu'on fait des voyages interstellaires avec une sage-femme qui ressemble à un robot. Je crois que c'est un robot. Et elle meurt en couche. Ah, c'est dangereux d'accoucher, c'est horrible.
Non, mais il y a un brainwashing là, de la nouvelle génération qui monte. Quand vous voyez une image d'accouchement, c'est toujours maman sur le dos avec le sacrum écrasé. Tout à fait. Le papa, il tombe dans les pommes et puis après, il cherche après son gamin qui est quelque part dans la pouponnière. Donc, il y a vraiment des images, mais totalement incohérentes par rapport au maternage. Donc, on a cette vieille périculture de séparation, de collectivité, de séparation, qui est encore complètement présente dans le mental collectif. Donc, les transmissions passives sont incohérentes. Si elle a un peu de chance, elle a vu sa mère materner. J'ai un petit frère de 12 ans plus jeune que moi. C'est vrai que je l'ai eu dans les bras, je l'ai porté, j'ai changé sa couche. Donc, mais moi, je voyais bien les jeunes mamans qui arrivaient à la maternité, mais c'était le premier bébé qu'elles avaient dans les mains. Ça, au Paléolithique, c'est impossible. On vit en tribu, une grande fille qui grandit va se faire confier des enfants. Mémoire cellulaire, transmission passive. Troisièmement, transmission active. Dès qu'il y a un bébé dans une tribu, toute la tribu s'arrête et il faut attendre que la maman puisse se relever. Donc, les femmes de la tribu viennent, s'occupent des autres enfants, lui apportent à manger, les hommes protègent, etc. Donc, il y a tout ça, cette maternité tribale, en fait. Et puis après ça, il y a la vie sociale avec son enfant. Il n'y a jamais eu de conflit vie maternelle, vie sociale, puisque tout se fait avec les enfants. Et au besoin, si elle a besoin de le confier quelques heures, il y a toujours une copine qui allait un autre enfant et qu'elle peut confier. Donc, elle va répondre, oui, c'est ça. On peut déléguer l'enfant, y compris pour une tétée ou deux. Donc, tu vois, il n'y a pas... Et c'est comme ça que notre espèce a émergé, c'est-à-dire avec des femmes qui étaient préparées à l'être, parce que il y avait un discours collectif qui était cohérent, il y avait une transmission cellulaire. Et alors après ça, on dit, il y en a qui ont l'instinct, il y en a qui l'ont pas. Ouais. Et ça, c'est le mot instinct, j'ose plus l'utiliser parce que il est vecteur d'illusion et de jugement. C'est comme ça que notre espèce a émergé, avec des femmes qui étaient préparées à être mères. Depuis la nuit des temps, quand l'humain vivait en tribu, il y avait une mobilisation autour de la nouvelle maman. Puis comme le soutient Ingrid Baillot, c'est possible de transmettre. Par la suite, les femmes, elles savent qu'elles savent. Mais le problème, c'est que ça, la tribu, ça s'est perdu. Il y a quelque chose qui a changé là, il y a quelque chose qui a changé dans les transmissions. Or, les femmes que l'on rencontre, que les professionnels de la santé rencontrent, mais y compris les professionnels de la santé elles-mêmes, n'ont pas toujours cette mémoire cellulaire, n'ont pas toujours, dans les transmissions passives, tout est incohérent. Et alors, normalement, la tribu autour qui doit être là pour valoriser tout ce qu'elle fait, toute mère qui devient mère va avoir des injonctions paradoxales. Tu en fais trop, tu en fais pas assez, tu le portes pas bien, tu fais du cododo, mais vous allez divorcer, quelle horreur. Tu fais pas de cododo, tu laisses ton bébé pleurer dans ta chambre, mais quelle horreur, tu vois. C'est incohérent. Mais pourquoi est-ce qu'on est rendu à cette grande incohérence? Parce que je vous écoute depuis plusieurs minutes, puis je me dis, c'est fascinant. Je comprends que l'histoire nous a menés jusque-là, mais pourquoi est-ce qu'on continue à alimenter cette manière de faire plutôt que de dire OK, là, ça suffit, il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais, mais là, tu sais, quand le Titanic il est lancé, même s'il y a l'iceberg devant, ils n'arrêtent pas. Ça a une force d'inertie énorme, la culture. J'aime vraiment son image. On est comme pris dans un gigantesque paquebot, puis lui, il rencontre des icebergs. Puis dans le bateau, il y a plein de nouvelles mamans. Elle court le risque de faire naufrage parce qu'on ne transmet plus collectivement tous les comportements de maternage puis de matrescence. J'avoue que je suis pas rassurée. Ce que j'ai encore appris à l'école il y a 40 ans, c'est que le bébé, il sent rien, c'est une cire molle, il faut imprimer ce qu'on veut dedans. La néonatologie, les parents pouvaient pas toucher à leur bébé, ils le voyaient, ils pouvaient le samedi matin faire le tour et voir leur bébé à travers trois parois en verre ou en plexiglas, enfin ils n'y touchaient pas rien. Et c'est dans les années 80 que ça a commencé à changer. On a eu des Brazelton, on a tous
des chercheurs, des pédiatres, des psychologues, neurosciences, tout ça qui sont arrivés, qui nous ont permis de mieux comprendre le développement de l'enfant, la théorie de l'attachement. Ça a vraiment révolutionné notre manière de voir le bébé et de voir ses besoins. Mais là encore, on a une forme d'adoration du bébé, de fascination devant ce qu'un bébé humain est capable de faire. Mais ça s'est traduit de nouveau en injonction vis-à-vis de la mère. Parce qu'il y a beaucoup de gros dossiers puis d'enjeux par rapport à la mère puis au bébé. Mais la différence, c'est que les avancées scientifiques, elles sont souvent faites puis partagées par rapport au bébé. Mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées quand on parle de la mère. Et c'est pour ça que j'écris mon bouquin, pour retrouver c'était quoi l'essence même de la maternité à l'origine de notre espèce, comment ça s'est installé, comment ça a dérapé, comment est-ce que nous sommes fascinés par le produit bébé, si tu veux, tu vois. Mais la mère, là, une fois qu'elle a accouché, on s'en fout. Mais oui, quand t'es enceinte, on t'ouvre la porte, on fait attention à toi, veux-tu quelque chose à boire? Puis dès que t'as mis au monde ton bébé, on ferme la porte devant toi, t'es avec ta poussette, on s'en fout complètement, mais on va saluer ton bébé, mais toi, ça n'a pas d'importance. Tu sais, c'est comme si tout à coup, le véhicule pour mettre au monde le bébé avait été utilisé, puis celui-ci, il n'est plus important. Et alors, ça, c'est une chose horrible, mais la manière de s'adresser aux femmes n'a pas changé depuis le 19e siècle. Hein. C'est toujours des ordres qu'on lui donne. Alors avant, c'était, écoute, ton bébé, il est propre, ne prends pas trop dans les bras, tu vas en faire un enfant gâté. Je l'ai entendu avec mon fils. Bon, il a fêté ses 40 ans cette année, là. Moi, je l'avais beaucoup dans les bras. Je me faisais sermonner par mes collègues. Mais maintenant, c'est l'inverse. Tu dois faire du pot à pot, hein. Oui. Tu vois, donc avant le dressage, il y avait l'idéologie du dressage pour l'autonomisation précoce, et maintenant on arrive dans l'idéologie du maternage proximal. Donc on continue à s'adresser à des femmes comme aux femmes, aux jeunes mamans, comme des idiotes à qui il faut donner des ordres. Exact. Et c'est ça qui est très fâchant parce que ça bafoue le terme de l'instinct maternel, puis que dans le fond, au bout du compte, j'ai l'impression que si je m'écoute, j'écouterai pas la bonne chose, je peux pas me faire confiance. Fait qu'on c'est comme si on bafoue toute cette idéologie-là, cette manière de pouvoir potentiellement le vivre. Oui, c'est ça. Et puis, n'oublie pas aussi que j'ai jamais critiqué une femme qui dit j'ai senti que j'avais l'instinct et tout ça, parce que là, elle s'approprie ce mot-là, cette expression-là pour elle-même. Et ça, c'est sa parole à elle, ça lui appartient. Par contre, comme professionnel de la santé, moi, j'invite les personnes que je forme à ne pas utiliser cette expression-là, parce que il faut pas oublier que quand une femme trouve qu'elle a l'instinct, souvent il y a des ancrages derrière. Il y a des ancrages dans son histoire, il y a des ancrages dans son épigénétique. Peut-être pas avec sa mère, mais avec sa grand-mère ou son arrière-grand-mère. Il y a des choses qui ont été transmises cellulairement, ou alors par des transmissions passives qu'elle a déjà choisies en fonction. Elle était plus sensible à certaines images qu'à d'autres en fonction de ses valeurs. Il y a toujours un passé à cet instinct. Il y a un passé à cet instinct-là. J'arrivais pas à retenir un sourire en coin quand Ingrid Bayot allait préciser qu'elle n'utilise plus le mot « instinct ». Comme elle le disait, la nouvelle mère a le choix de l'employer si elle le veut. Mais pour elle, comme une professionnelle de la santé, employer le mot, ça devient un vecteur d'illusion, un vecteur de jugement. En tout cas, c'est fou, tu sais, parce que c'est tellement ancré dans la culture de parler de l'instinct maternel. Moi-même, je venais juste d'utiliser ça, puis j'y crois même pas, tu sais. Ingrid Bayot, elle est là, elle me parle des droits qu'on donne aux femmes, puis moi, je réponds en ramenant l'instinct maternel. Puis pourtant, je me rappelle quand ma fille venait de naître, puis on me disait souvent d'écouter mon instinct, que mon instinct allait me guider. Puis honnêtement, je comprenais pas. Mais vraiment, j'essayais fort. J'essayais chaque jour, j'essayais à chaque heure de m'écouter. Mais la vérité, c'est que j'entendais rien. Puis en plus, j'avais tellement peur de prendre une mauvaise décision si je me fiais à cet instinct-là. Donc, je me fiais à Internet, à des gens autour de moi, au 811, puis aux professionnels de la santé à qui je pouvais parler. Puis je me rappelle, entre autres, là, le moment où je cherchais fort, fort, fort mon instinct. C'est quand ma fille dormait, puis qu'elle faisait plein de petits bruits vraiment bizarres. J'avais enregistré ma fille quand elle avait 2 semaines, parce que j'étais certaine que c'était pas normal. Moi, j'allais vérifier son moniteur aux 2 minutes. J'allais mettre mon doigt sous son petit nez parce que je voulais sentir sa respiration. J'allais poser délicatement ma main sur sa poitrine pour être certaine que son corps était encore en action.
Puis les petits bruits, là, ben, ils m'attendrissaient pas. Ils me faisaient peur. Fait que je les ai enregistrés, puis je les faisais écouter à des gens autour de moi à qui j'avais confiance. Faut croire que je cherchais mon instinct partout où je pouvais. Pour Ingrid Baillot puis pour plein d'autres spécialistes, l'utilisation du terme instinct maternel, ce serait vraiment à proscrire parce que ça culpabilise beaucoup les mères qui le ressentent pas. Mais surtout, puis c'est là que ça devient intéressant, les dernières études sur le cerveau puis sur le développement social, ça nous pousse à redéfinir l'instinct maternel parce qu'il serait pas réservé juste aux mères. Donc, l'instinct maternel, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Est-ce que c'est du solide ou bien c'est vraiment de la chenoute? Mais l'affaire, c'est qu'il ne semble pas avoir de consensus médical encore. Par contre, il y a plusieurs études qui tendent à démontrer une origine qui est biologique à tout ça. Tous les mammifères femelles ont ce qu'on appelle un instinct maternel. Dans le fond, les hormones de grossesse, ça pousse la mère à réagir aux stimuli de son bébé, puis après la naissance, la mère elle commence petit à petit à répondre aux signaux. Mais c'est pas uniquement le cas des femmes qui accouchent. La hausse d'ocytocine, qui est donc cette hormone-là qui est associée au lien maternel, mais ça se fait aussi chez les personnes qui adoptent, puis chez les papas. Fait que si on se base sur les changements qui se produisent au niveau du corps quand on devient parent, l'humain il subit des transformations neuro-endocrinologiques. Ça veut dire que c'est des changements au niveau des hormones. Puis ça se passe même sans accouchement, même sans allaitement, même si on n'est pas une femme. Puis ça veut dire que le papa aussi répond aux signaux hormonaux, lui aussi développe son instinct. Puis quand on parle d'instinct parental, dans ce cas précis-là, on réfère en général à la sensation un peu inexplicable, un peu animale qui pousse les parents à prendre soin de leur enfant. Mais d'un autre côté, on sait que l'attachement à l'enfant, ça passe par beaucoup d'autres facteurs très complexes puis ça va au-delà des changements hormonaux. Tout se passe pas uniquement dans le corps. Moi, je n'avais jamais de ma vie associé le mot détresse à celui d'un nouveau-né puis de la maternité qui arrivait. J'avais jamais entendu ça. Et pourtant, en parlant ouvertement avec les femmes autour de moi, c'est le mot qui revient le plus souvent. Oui. C'est quand même fascinant qu'on ne puisse pas être capable de parler des deuils que l'on doit faire, de la vie d'avant, de ce qu'on imaginait que ça pourrait être, tout ce vocabulaire-là qui habituellement est associé à quelque chose de très noir. Là, tout à coup, peut être associé à petite ou à grande échelle avec la maternité, mais on n'est pas à l'aise. Ça demeure encore extrêmement tabou. C'est le rose bonbon obligatoire. Hein. Tu dois montrer une belle image performante, que tu en sors, que tu fais tout toute seule, alors que ça n'a jamais été prévu comme ça, tu vois. Hein. Et quand tu me dis que tu n'osais plus te faire confiance à ta boussole intérieure tellement tu entendais d'avis contradictoires, tu comprends l'anxiété qui monte là? Tu comprends à quel point ce décalage entre la fascination pour le bébé et puis après ça, on dit à la mère, t'as 4, il faut toutes les injonctions qui ont augmenté, mais l'attention à la mère n'a pas augmenté. Alors dans ce décalage-là, s'engouffrent des détresses, des troubles anxieux, de la dépression, du manque de confiance en soi. Enfin, c'est dramatique, tu vois. Alors, mais ce serait dommage d'en rester là, parce que je trouve qu'une fois qu'on a les clés pour comprendre d'où ça vient, on a les clés pour se débrouiller mieux. D'abord, alors comment on se débrouille mieux? C'est ça la question. Comment on peut se débrouiller mieux? Alors, pour le moment, au niveau politique, il faut pas se faire trop d'illusions. Hein. C'est le dernier de leurs soucis. C'est la santé publique. C'est ça. Enfin, je parle pas des personnes. Hein. Je parle des grandes orientations politiques. Je parle pas des gens qui se dévouent au quotidien dans le système. Tout
ça, je ferai bien la différence. Mais c'est pas leur priorité. Et quand tu vois la loi 15, j'espère que la pratique sage-femme va pas passer au clash, quoi, hein, parce que ça, ce serait terrible. Ce serait terrible, oui. Je lui dis que ça serait terrible parce que la loi 15, ça prévoit des changements structurels au réseau de la santé. Puis rappelez-vous, en octobre dernier, ça avait passé aux nouvelles. Il y avait plein de sages-femmes qui avaient manifesté devant le bureau du premier ministre François Legault. Elles voulaient défendre l'autonomie professionnelle des sages-femmes, puis surtout les droits fondamentaux des femmes qui accouchent. C'est que dans le projet de loi 15, on prévoit établir une hiérarchie d'une profession par rapport à une autre. Puis ça, les sages-femmes le perçoivent comme un recul de la pratique de sage-femme au Québec. Il faut savoir qu'ici, la profession, ça a été légalisé en 1999, quand est entrée en vigueur la loi sur les sages-femmes. Puis depuis, ça a considérablement amélioré l'accompagnement des femmes enceintes. Parce que pour de plus en plus de femmes enceintes, la sage-femme, c'est un précieux soutien, c'est un accompagnement unique, puis ça permet à la femme de bien comprendre ce qui se passe durant l'accouchement. Pour le moment, on est plutôt dans le bricolage individuel et dans le bricolage communautaire. Et j'utilise expressément le mot bricolage parce que ça peut être très créatif. Donc, si tu veux, autant à l'origine de notre espèce, il y avait une solution qui était prévue d'emblée. Enfin, une solution, il n'y avait même pas de problème. On est tribal. Notre première organisation sociale, c'est le tribalisme. Donc, forcément, notre espèce n'a pu émerger que dans du tribalisme social. C'était pas possible autrement. C'est parce que tu peux pas avoir des bébés qui naissent aussi matures avec un néocortex d'une telle taille, si tu n'as pas des mères suffisamment bonnes et attentionnées, mais entourées d'une tribu suffisamment attentionnée aussi. C'était Winnicott qui disait un bébé tout seul, ça n'existe pas, mais il faut ajouter une maman toute seule non plus. En tout cas, ça ne devrait pas exister. Donc, je pense que sur les bricolages individuels, c'est que les praticiens de la santé et tous les gens qui préparent ça avec les parents, à quelque niveau que ce soit, leur disent qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous pouvez demander. Tu sais, par exemple, sur mon site internet ingridbaillot.com, on peut trouver par exemple les bons cadeaux de naissance, qui sont une après-midi ensemble pour remplir le congélateur, qui sont je viens passer de quoi tu as besoin, je peux prendre soin des autres enfants, je peux t'offrir un massage, je peux passer l'aspirateur, je peux laver les vitres extérieures. Donc vous comprenez que pour faire ça là, pour accueillir votre bébé, vous allez avoir, en tout cas pour le 4e trimestre de la grossesse, qui est pratiquement une grossesse extra-utérine, vous allez avoir besoin d'être autour, que vous n'ayez que ça à penser. Comment vous allez vous arranger? Qu'est-ce qui existe dans votre milieu communautaire? Quelles sont dans vos familles? Alors, autant nos ancêtres avaient la tribu qui s'arrangeait, tout c'était automatique, d'une génération à l'autre, autant actuellement il faut tout recréer. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du sur-mesure pour chacune, tu sais, parce que les gens disent, mais moi je me vois pas aller habiter chez ma mère. Mais non, mais est-ce qu'elle fait bien les tourtières? Bon, alors, demande-lui. Ce sera ça. Une tourtière dans ton congélateur et hop. D'autres qui disent, qu'est-ce que tu pourrais demander? Une femme de ménage. C'est un très beau cadeau de naissance. Faites-vous offrir ça. Qu'est-ce que tu aimes bien manger? Qu'est-ce que tu aimes bien? De quoi tu as besoin? Et c'est vraiment, allez, concrètement. Tu sais, accueillir un bébé, c'est quoi concrètement? Je vais l'aimer. Oui, ça, oui, très bien. Bravo. Mais maintenant, tu l'accueilles comment, là? Ma discussion avec Ingrid, ça m'a vraiment mis le feu au cul. Puis je vais le dire plus poliment, la conversation, ça m'a motivée à vouloir faire bouger les choses. Là, je m'adresse aux décideurs de la santé publique du Québec. Est-ce que c'est vrai ce qu'Ingrid Baillot a dit? Est-ce que les femmes en postpartum, c'est le dernier de vos soucis? En tout cas, autour de moi, c'est commun de parler de détresse. Il y a beaucoup de nouvelles mères qui auraient eu besoin de beaucoup plus de suivi. Fait que pourquoi est-ce qu'on n'a pas le temps de s'occuper des femmes qui donnent naissance à nos enfants? Je veux ouvrir le dialogue. Comment on peut faire mieux? Comment on peut prévenir la détresse des nouvelles mères? Puis je le dis haut et fort pour que le gouvernement m'entende, puis je vais continuer de m'exprimer haut et fort jusqu'à ce qu'on puisse s'asseoir, qu'on puisse en parler, puis qu'on mette en place des soins pour la santé physique et mentale des mères. Parce que j'apprends chaque jour à devenir mère moi-même, puis parce que si ma fille choisit de l'être un jour, je souhaite qu'elle n'ait pas à vivre la détresse comme moi. Je veux mener la lutte pour elle.
Oh, ça me donne les yeux pleins d'eau. Merci d'avoir écouté Postpartum. Je m'appelle Valérie Roberts. Réalisation et montage, Anne-Sophie Carpentier. Merci à Étienne Roy de Cube pour son aide. Si vous souhaitez nous écrire, nous partager vos histoires, vous pouvez le faire par courriel postpartum.valerie@gmail.com. Vos histoires m'intéressent vraiment, je vous promets que je vais vous lire. Puis finalement, si vous aimez le balado, parlez-en à vos amis, à votre famille. Assurez-vous de nous donner des étoiles. Pour vrai, ça aide beaucoup à faire découvrir le balado. C'est une production Cube.